Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Ça me permet d'avoir votre avis, mais en plus d'être plus visible sur les plateformes à cause des algorithmes, comme vous le savez bien. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 9 septembre 2023, avec comme titre Anthony Blinken est à Kiev dans un McDonald's. Est-ce que cela veut dire la fin de la guerre bientôt? Et donc de futurs juteux de reconstruction pour les États-Unis? Nous verrons bien. Alors, on va commencer par la présentation. Donc, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales, la conclusion des informations générales et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Alors là, on va commencer justement par le terrain. Évidemment, on va survoler, puisque dans les médias, évidemment, on ne parle que de cela, encore une fois, c'est-à-dire de l'éventuelle prise de la ville de Rabotino et de l'échappée des Ukrainiens vers Verbovoye. Voilà, nous verrons ce qu'il en est réellement. Et bien sûr, ont-ils franchi la première ligne de défense russe, aussi appelée, maintenant c'est ce qu'on dit, la ligne Soulovikine. Donc nous allons voir ça. Alors sur le front de Rabotino et de Verbovoye, puisqu'on en est jusque là maintenant, Verbovoye c'est un petit village qui est à l'est de Rabotino, légèrement vers le sud, et surtout vers l'est. Et en fait, c'est sur cette zone de Verbovoye que les Ukrainiens auraient percé la première ligne de défense, celle dite de Soulovikine. Alors là, au moment où on parle, le site Oryx, qui est le site de référence des Occidentaux pour les pertes militaires russes, donc est fermé depuis environ 3 mois. Alors on ne sait pas quand ils vont rouvrir, mais ça fait environ 3 mois que c'est fermé. Alors je l'ai appris dans Wikipédia, tout simplement. Voilà. Bref, donc nous verrons bien. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos venant des Russes grâce à leurs drones, maintenant extrêmement nombreux, qui semblent être partout dans le ciel. Alors les Ukrainiens se battent toujours vaillamment, hein, mais sont coincés, contrairement à ce que disent les médias occidentaux. Alors les forces ukrainiennes, je vous le dis tout de suite, d'après toutes les informations que j'ai eues, ils n'ont pas percé la première ligne, si on en croit les cartes militaires évidemment russes. Alors, chacun les croira ou non. Mais la Russie officiellement dit non, qu'ils ne l'ont pas franchi, et comme les Ukrainiens ne fournissent aucune preuve de franchissement de ligne de défense, eh bien c'est embêtant. Enfin, je rappelle que les lignes de défense russes, officiellement côté russe, il y en a 4, aussi appelées lignes de Soulovikine. Alors, on va voir quelques cartes officielles de ces fameuses lignes et où on en est présentement exactement. Alors, on va commencer par une carte qui vient du New York Times que je vous avais déjà présentée dans un point sur l'Ukraine. Donc, vous pouvez voir la flèche de l'offensive ukrainienne. Alors, pourquoi il note potentiel? Parce que pour l'instant, officiellement, côté ukrainien et dans les médias occidentaux, on nous dit que les Ukrainiens, en fait, n'ont pas fait vraiment une offensive. C'est pas leur vraie offensive. C'était une offensive de reconnaissance et qui n'est toujours pas finie. C'est toujours une offensive de reconnaissance. Et là, d'après le New York Times, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première ligne de défense est là.
Rabotino est ici, Verbovoye est ici. Et les Ukrainiens présentement sont là. Voilà. Donc vous voyez, première ligne de défense, deuxième ligne de défense, donc voilà, on n'est pas du tout dans cette première ligne de défense. Elle est là, la première ligne de défense. Vous voyez, et ça, c'est vient du New York Times. Alors, on peut voir une autre carte. Là, vous voyez Rabotino, très clairement, vous voyez la forme que cela a. Donc vous voyez qu'à Rabotino, évidemment, il n'y a aucune ligne sous Soulovikine, c'est-à-dire aucune ligne de défense russe. Et c'est ici que les Ukrainiens avaient mis le drapeau, donc dans le sud de Rabotino. Bon, après, ils sont repartis, hein, bien sûr. Vous voyez que Rabotino, techniquement, va jusque-là, parce qu'il y a des maisons jusque-là. Ça se finit là, officiellement, Rabotino. Voilà, on va voir une dernière carte. Alors ça, c'est une carte que j'ai reprise du grand youtubeur History Legends, qui n'a que quelques jours. Voilà, donc c'est une carte qui a que quelques jours. Et là, donc, on peut mieux voir. Donc là, vous voyez la fameuse ligne de défense parcellaire russe, qui encore une fois, c'est pas une ligne de défense. La vraie ligne de défense, elle est ici. Ouais. Et je rappelle qu'une vraie ligne de défense russe dite de Soulovikine, officielle, hein, même le New York Times reprend cette définition, c'est composé de plusieurs couches. La première couche, ce sont les champs de mines. La deuxième couche, ce sont des tranchées anti-chars. La troisième couche, ce sont les dents de dragon. Et la quatrième couche, c'est des tranchées où il y a des soldats en armes. Encore une cinquième couche, ce sont des tranchées, mais dotées de bunkers en béton, carrément en béton, avec des soldats ayant des mitrailleuses lourdes, des bazookas et autres. Et encore, juste après, derrière, l'artillerie. Voilà. Ça, c'est une vraie ligne de défense russe dite de Soulovikine. Or, les Ukrainiens ne sont passés qu'à travers des champs de mines. On n'a pas vu de tranchées anti-chars, on n'a pas vu de dents de dragon. On n'a vu que des toutes petites tranchées par-ci, par-là, où il y avait des Russes dedans. C'est tout. Donc, rien que ce fait-là démontre qu'ils n'ont fait aucune percée dans la première ligne de défense russe. Donc là, vous voyez, Rabotino est ici, donc ça fait comme ça. Rabotino est ici. Et Verbovoye est ici. Et là, vous voyez, donc d'après History Legends, vous voyez que les Russes attaquent comme ça. Vous voyez cette flèche? Et les Ukrainiens sont ici. Donc les Ukrainiens, effectivement, il y a quelque temps, ont fait une percée, mais pas de ligne de défense. Là, avant, tout était rose ici. Hein. Donc ils ont pris tout ça, parce que les Russes ont fait une retraite, évidemment. Et pourquoi c'est un tel massacre ukrainien en hommes et en matériel? C'est que là, les Ukrainiens sont pris dans une nasse. Et ils n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas? Et pourquoi l'offensive est un échec, l'offensive ukrainienne? Parce que là, il y a la vraie ligne de défense dite de Soulovikine. C'est-à-dire tranchées anti-chars, dents de dragon, tranchées avec les hommes, et encore après, il y a des bunkers là où il y a des hommes qui tirent. Et encore après les bunkers, il y a l'artillerie russe. Voilà. Ça, c'est ça une vraie ligne de défense. C'est celle-ci. Voilà, que les Ukrainiens n'ont toujours pas franchi et qu'ils ne franchiront pas de toute manière, puisque c'est pas possible au vu des forces qu'ils présentent. Alors pourquoi c'est impossible pour les Ukrainiens? Puisque de toute manière, les Ukrainiens n'ayant aucun appui aérien, de toute manière, toutes leurs offensives sont vouées à l'échec. Ils n'ont strictement aucune chance. Alors que les Russes, eux, ont un appui aérien très important, via bien sûr les drones, mais les Ukrainiens aussi, mais eux ont les Ka-52 et les Sukhoi 25, c'est-à-dire des hélicoptères de combat et des avions de combat anti-chars en nombre, et qui n'hésitent plus à aller sur le front. Voilà. Donc tant que les Ukrainiens n'auront pas d'appui aérien, ils perdront obligatoirement ces mécaniques.
Surtout qu'il y a une partie des forces, comme je vous l'avais dit, dans déjà 2 points sur l'Ukraine, qui sont remontés vers le nord pour aider Kupiansk. Parce que c'est là-bas, en fait, que les événements vont se passer, ce sera plus ici, tout simplement. Voilà. Donc Verbovoye, c'est ici. Rabotino, c'est ici. Les Ukrainiens ont abandonné ici. Ils ont décidé de jeter toutes leurs forces sur Verbovoye, comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que les Russes envoient des renforts ici. Mais ils en envoient partout. Et comme les Ukrainiens sont dans une nasse, eh bien, ils se font attaquer de tous les côtés, sauf le côté nord. Donc, ils se font attaquer par des drones, l'artillerie, les hélicoptères et les avions de ce côté et de ce côté. Donc, vous comprenez pourquoi entrer dans une nasse comme ça était un piège mortel. Donc, oui, ils ont fait une percée parce que les Russes ont fait une retraite, bah, pour mieux les détruire après. Voilà, ce qui est la méthode russe tout à fait typique. Alors j'étais sur les cartes, je finis sur une carte pour la présentation. Alors là, je vous ai montré cette carte, cela représente la région d'Orirov. Là, vous voyez Orirov ici, la région d'Orirov, c'est là. Là, c'est là où se passe la fameuse offensive. Donc là, vous voyez Rabotino, Verbovoye ici. Les Ukrainiens ont plus ou moins laissé tomber Rabotino. Ils ont mis toutes leurs forces, comme vous le voyez sur cette flèche, vers Verbovoye pour essayer de percer ici. Ils ont été arrêtés à la première ligne de défense qui est ici. La croix, ça veut dire qu'ils ont été arrêtés. Et donc, ils essayent de percer ici. Mais je vous montre cette carte, c'est pas pour cela. C'est surtout pour ça. C'est la première fois que les Ukrainiens envoient 4 avions groupés pour attaquer une même partie du front en même temps. Donc, comme on peut le voir, un MiG-29, un Sukhoi 27, un Sukhoi 25 et un autre Sukhoi 27, très proche du front, surtout celui-là. Je ne sais pas si leur mission était un succès ou pas, mais c'est très très dangereux de la part des Ukrainiens. C'est la première fois qu'ils font ça, avec autant d'avions en même temps et sur une si petite partie du front. Alors, ils tentent, je pense, le tout pour le tout. Alors, je rappelle que le Sukhoi 25, hein, c'est l'équivalent américain, c'est le A-10. Hein, donc, ce sont des avions anti-tank, principalement. Donc ce coup était très hardi de la part des Ukrainiens. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors, autre information importante, on a appris qu'au 3 septembre, le président Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche le limogeage de M. Reznikov, qui était le ministre de la Défense ukrainien, estimant qu'il était temps d'adopter de nouvelles approches au sein du ministère de la Défense. Bon, en fait, Zelensky pouvait pas dire au monde qu'il avait été limogé pour cause de corruption, puisque Reznikov, pendant très longtemps, avait vendu des denrées alimentaires beaucoup plus chères que le prix normal, afin de s'en mettre plein les poches. Voilà les raisons qui ont été carrément dévoilées par Pujadas sur LCI, en long, en large, hein, et dans le détail. Donc ça y est, Reznikov, c'est fini. Et d'après ce que moi j'avais eu comme information, eh bien pour bons et loyaux services, Reznikov va être transféré à Londres et va devenir ambassadeur ukrainien à Londres. C'est ce que j'ai entendu, nous verrons si c'est vraiment vrai. Si c'est vrai, bah, c'est un outrage supplémentaire, puisque maintenant c'est officiel, encore une fois, ça a été dit sur LCI. Donc les médias occidentaux ont dit pourquoi Reznikov a été limogé. Donc il n'y a que Zelensky qui ne l'attaque pas directement dans les médias, mais tous les médias occidentaux ont révélé le pourquoi du comment. Voilà. Alors, Monsieur Reznikov va être remplacé par un certain Rustem Umerov. Alors, Rustem Umerov, qui devient le nouveau ministre de la Défense ukrainien, c'est un Tatar de Crimée. Donc, bah, comme tous les Tatars de Crimée, quoi, presque tous les Tatars, c'est un anti-russe. Et oui, n'oublions pas que les Tatars en Crimée, c'est eux qui avaient bouché le canal d'eau potable qui alimentait en eau potable la Crimée.
au début de la guerre. Et ils ont fait des actes de sabotage en Crimée, les Tatars. Vous voyez? Donc, c'est lui qu'on a pris comme ministre de la Défense ukrainien. Bon, ça va bien. Donc, lui, ça va être un farouche agresseur contre la Russie. Donc, quelqu'un de bien, forcément. Voilà. Donc, le limogeage de M. Resnikov intervient dans le cadre d'une campagne anticorruption plus large au sein de l'administration de M. Zelensky, l'élimination de la corruption au sein de l'État étant considérée comme essentielle au désir de l'Ukraine de rejoindre les institutions occidentales comme l'Union européenne. Même si M. Resnikov n'est pas officiellement accusé de corruption, un certain nombre de scandales ont eu lieu au ministère de la Défense impliquant l'achat de biens et d'équipements pour l'armée à des prix gonflés. Plus tôt cette année, l'adjoint de M. Resnikov, donc Vyacheslav Shapovalov, a démissionné à la suite de ce scandale de corruption. Bah oui, le chef était impliqué aussi, donc le bouc émissaire, c'est-à-dire l'adjoint, pouvait pas être le seul à être puni, le chef aussi, fallait qu'il soit puni, donc Resnikov. Voilà. Il a été largement rapporté à l'époque que M. Resnikov avait eu du mal à conserver son propre poste et qu'il ne l'a conservé uniquement qu'à cause de la bataille de Bakhmut, maintenant appelée Artyomovsk, qui battait son plein. Alors là, je vous ai lu carrément une partie de l'article du New York Times. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'était plus simple. Voilà. Et en plus, ça en dit long sur l'état de corruption du gouvernement ukrainien, même au ministère de la Défense. Je vous rappelle que Reznikov et son adjoint font partie des dizaines et des dizaines au gouvernement. Je crois qu'ils en ont viré 76, si ma mémoire est bonne, à vérifier. Mais je crois que 76 personnes du gouvernement de Zelensky ont été virées pour cause de corruption, dont des généraux, des colonels, etc. Ah oui, il ne faut pas l'oublier tout ça. Hein. Voilà. Alors, qu'en est-il du chef de l'état-major Zaloujny, que l'on ne voit plus depuis des mois, en fait depuis le bombardement d'un grand quartier général à Kiev? À part quelques courriels et des photos de lui, non datées bien sûr, pas de nouvelles en vidéo. Donc encore un signe inquiétant du côté ukrainien. Parce qu'on a le chef de l'état-major qui a disparu depuis des mois, et on a le ministre de la Défense qui est viré pour cause de corruption. C'est beau le gouvernement ukrainien. Et là, on n'a que ce que les médias veulent bien nous révéler. Imaginez-vous le reste de l'iceberg, parce que là, on n'a que le sommet de l'iceberg. Hein. Imaginez-vous la corruption. Et souvenez-vous du fameux reportage de CBS, une des plus grandes chaînes de télé américaines, qui avait fait un reportage il y a quasiment un an de cela, et qui disait que 70% de l'armement américain était détourné via des oligarques ukrainiens, des seigneurs de guerre ukrainiens et du gouvernement ukrainien. Vous vous doutez bien que Zelensky en fait partie, bien évidemment. Zelensky était le centre des Pandora Papers, faut pas l'oublier. Zelensky, hein, Volodymyr Zelensky, faut pas l'oublier. Hein. Donc vous voyez un peu tout ce qui a été donné à l'Ukraine par l'Union européenne et l'Amérique du Nord en financement et en armes. Imaginez-vous un peu où c'est parti tout cet argent. La plupart tout du moins. Imaginez-vous. Bref, continuons. Alors je voulais vous parler de la mobilisation générale en Ukraine qui a été à nouveau élargie. Donc au début, comme je vous l'avais dit dans de plus anciens points sur l'Ukraine, la mobilisation générale concernait les 18-60 ans et c'est passé de 16 à 65 ans. Maintenant, ça a été à nouveau élargi. Et que lit-on dans Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le journal ukrainien du 3 septembre? Le ministère de la Défense modifie l'ordonnance sur les commissions médicales militaires, élargissant les limites d'aptitude au service. C'est-à-dire que maintenant, en gros, même les gens malades, selon un certain degré, pourront être incorporés au service. Alors, que lit-on?
Le ministre ukrainien de la Défense a approuvé une nouvelle liste de conditions médicales qui est utilisée pour évaluer l'aptitude au service militaire et réglementer le service des personnes ayant une condition physique limitée. Alors, qui va-t-on pouvoir maintenant incorporer dans l'armée ukrainienne? Maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, on peut incorporer ceux ayant une tuberculose traitée cliniquement. On peut incorporer ceux ayant une hépatite virale avec déficience fonctionnelle mineure. Ceux qui sont asymptomatiques mais porteurs du VIH. Ceux qui sont lentement progressifs et non progressifs avec une déficience fonctionnelle mineure et de rares exacerbations de l'anémie, des troubles de la coagulation sanguine, de purpura, des affections hémorragiques, d'autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles impliquant le mécanisme immunitaire. Vous notez qu'on est dans le vague complet pour ces dernières choses. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Maladie du système endocrinien avec troubles fonctionnels mineurs, mais on prend quand même, pas de souci. Manifestations légères à court terme et douloureuses de troubles mentaux. Bon, on prend ça, ça va, ça passe. Ceux ayant un trouble nervotique lié au stress et somatoforme à manifestations modérées ou de courte durée avec état asthénique, on les prend, on prend, pas de souci. Maladie du système nerveux central à évolution lente avec troubles fonctionnels mineurs, on prend, pas de souci. Troubles épisodiques et paroxystiques à l'exception de l'épilepsie avec altération mineure des fonctions des organes et des systèmes. Quant aux personnes ayant une aptitude limitée, désormais, parallèlement à la réglementation sur l'aptitude limitée au service militaire, une commission médicale militaire doit prendre une décision sur l'aptitude d'un militaire au service dans une spécialité militaire spécifique. Bon, blablabla, blablabla. Vous voyez? Donc, tous ceux maintenant ayant une certaine maladie, plus ou moins forte, vont quand même être incorporés. Voilà. Ukrainska Pravda. Autre article de Ukrainska Pravda, toujours du 3 septembre. Donc 60 000 hommes. Le représentant de Zelensky initie l'annulation du report de la conscription pour certains étudiants. Donc même des étudiants vont pouvoir participer au front. Donc Fedir Venisvalski, membre du Parlement ukrainien et représentant du président, a déposé un projet de loi qui annule le report de la mobilisation pour les étudiants de plus de 30 ans qui poursuivent des études supérieures non séquentielles ou qui sont inscrits dans le secondaire ou plusieurs cours. Voilà. Donc bon, je ne vais pas lire tout l'article, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, mais en gros, ça implique 60 000 étudiants. Vous voyez? Donc voilà. Bon, alors j'ai pas tout, mais il y a aussi dernièrement Zelensky qui a demandé à tous ceux qui ont immigré en Europe, eh bien tous ceux-là pourront être repris par les Ukrainiens afin qu'ils se battent. Donc les réfugiés ukrainiens qui se sont réfugiés dans d'autres pays d'Europe, eh ben, pourront être renvoyés dans leur pays pour qu'ils se battent. Voilà. Alors la Pologne est la seule à avoir dit oui tout de suite. La Pologne, pas de souci pour les renvoyer en Ukraine, même si ça leur coûte beaucoup d'organisation, de policiers, d'argent, les Polonais, eux, sont plutôt d'accord. Les autres pays, on attend le go. Voilà. Mais c'est ce qu'a demandé Zelensky aux autres pays. Alors, il y a ça en plus. Et petit rappel, ça c'est The Wall Street Journal. Que lit-on dans The Wall Street Journal? Je vous le mets en français. Donc, si la guerre éclate avec la Russie, les femmes ukrainiennes seront en première ligne. La refonte militaire de l'Ukraine depuis 2014, donc depuis le coup d'État américain à Kiev, inclut l'intégration des femmes dans des rôles de combat. Les femmes représentent désormais environ 15% des forces armées.
Alors pourquoi je vous montre cet article du Wall Street Journal qui date du 17 février 2022? Bah parce qu'il est très révélateur. 17 février 2022, je vous rappelle que l'invasion russe, entre guillemets, a commencé le 24 février. Le 24 février. Là, c'est un article du 17 février. Donc c'est avant que la Russie envoie des troupes en Ukraine. Avant le 24, 17 février 2022. Et là, qu'est-ce qu'on lit dans le Wall Street Journal? Si la guerre éclate avec la Russie, eh bien, la refonte militaire de l'Ukraine depuis le coup d'État américain en 2014, comme par hasard, eh bien, dès 2014, on avait déjà pensé à l'intégration des femmes dans les combattants ukrainiens. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est-à-dire en fait le 17 février 2022, déjà 15%. Donc les Ukrainiens avaient modifié la loi en 2014, juste après le coup d'État, voilà, pour que déjà les femmes soient incluses dans l'armée. Donc vous voyez comme quoi tout était prévu à l'avance, tout était bien évidemment planifié, et là c'est une énième preuve. Je vous en avais déjà parlé des autres preuves à moult et moult reprises. C'est une énième preuve. Je vous ai souvent parlé du nombre effrayant de soldats ukrainiens morts au combat, donc qui se sont fait massacrer par ici, qui se sont fait massacrer par là, donc ça fait 1 an et demi que je vous le dis. Et évidemment, là où c'était le plus évident, c'était sur Mariupol, et surtout, Bakhmut, maintenant appelé Artyomovsk, qui était devenu le meat grinder, c'est-à-dire le hachoir à viande. Donc stratégie inventée par le général Sourovikine, et le mot de hachoir à viande avait été inventé par Prigojine. Ensuite, c'est devenu une opération officielle russe qui s'appelle hachoir à viande, réellement. Bref, je vous en ai souvent parlé, je vous ai montré beaucoup de coupures de journaux vous démontrant cela, évidemment, en plus d'1 an. Et ben là, je vais vous montrer un court extrait d'un reportage de la BBC qui vient d'être fait, qui est très édifiant, très très parlant. Et je vous le rappelle, c'est fait par la BBC, pas par un blogueur russe. Donc je vais vous montrer cela. At cemeteries all across Ukraine, the military dead just keep coming. Here in Lviv, near the border with Poland, very far from the fighting on the Eastern Front, the fresh graves of soldiers number in their hundreds. There are so many, in fact, at this cemetery that up the hill here, they're clearing the way of the fallen from previous wars to make room for those lost in this conflict. Autre information très intéressante, voire capitale. On a Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, qui est venu à Kiev le 6 septembre rencontrer Zelensky, et pas que d'ailleurs, pas que lui, officiellement pour rassurer l'Ukraine et pour dire bon bah les États-Unis sont toujours là en soutien à l'Ukraine contre la Russie. Bon ça c'est le côté officiel. Maintenant, j'y crois pas du tout. Pourquoi? On a Anthony Blinken qui a rencontré son homologue à Kiev dans un McDonald's où ils ont mangé ensemble avec toutes les caméras, c'était bien préparé à l'avance. Et Anthony Blinken, de manière totalement assumée, toute dignité et honneur mis de côté, bien évidemment, typique des Américains, eh bien lui il parle avec son homologue en lui disant bon bah ce serait bien qu'il y ait d'autres McDonald's qui s'ouvrent, que ceux qui étaient fermés soient réouverts. Voilà, que pour McDonald's, ça se passe vraiment bien en Ukraine. Parce que quand même, faut penser à la reconstruction de l'Ukraine. Ah oui, il faut y penser là. C'est le bon moment. Vous voyez? Donc pour moi, ce sont des signes qui ne trompent pas. Parce qu'en plus, c'est typique, évidemment, des Américains quand ils perdent la face. Voilà, ils savent qu'ils ont perdu la guerre, depuis très longtemps d'ailleurs, mais on essaye de pas trop perdre la face.
Je vous l'ai expliqué dans des points sur l'Ukraine des dizaines de fois. Donc je ne vais pas me répéter ici. Pour moi, ça sent la fin pour l'Ukraine. Donc je pense, ce n'est que mon avis, qu'il est venu lui-même à Kiev, Anthony Blinken, pour annoncer de très mauvaises nouvelles à Zelensky. Sinon, il ne serait pas venu. Si c'est pour dire, bon, t'inquiète pas, les États-Unis sont toujours derrière toi, on va te donner un énième package, bon, pas besoin de se déplacer pour ça, hein. Je vous rappelle que c'est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, c'est pas n'importe qui, hein. Donc s'il s'est déplacé, à mon avis, c'est pour lui annoncer une très mauvaise nouvelle. C'est pour lui dire, bon ben mon gars, là on a perdu, c'est fini, mais il faut pas qu'on perde la face. Donc là, pour les caméras, je viens pour te donner mon soutien, mais en fait, il va falloir que tu négocies avec la Russie et que tu négocies sec. Dans le sens, il va falloir faire de grosses négociations. Et éventuellement, si Vladimir Poutine est adamant sur ses positions et ne veut rien lâcher, peut-être qu'il va falloir que tu donnes une reddition totale de l'Ukraine. C'est-à-dire que tu annonces que tu as perdu et que la Russie est vainqueur. Voilà, peut-être. À mon avis, c'est ça. Sinon, il ne serait pas déplacé. Anthony Blinken, en plus, il s'est déplacé pour 2 jours. C'est rare, très très rare. D'habitude, Anthony Blinken, jamais il reste. Il vient en matinée et il s'en va en après-midi. Voilà, là, il est resté 2 jours. Et bon, je vais vous montrer un article de journal. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, avant de vous montrer l'article en question qui est extrêmement intéressant, très vite, je vous lis sur RFI, le haut diplomate américain Blinken visite un McDonald's de Kiev. Le haut diplomate américain Anthony Blinken s'est arrêté mercredi dans un McDonald's avec son homologue Dmytro Kuleba à Kiev dans le cadre d'un voyage visant à renforcer le soutien américain à l'Ukraine. Vous voyez, 6 septembre. Voilà. Bon, maintenant l'article intéressant. Que lit-on dans Service Média? Le logo BlackRock sera ajouté au drapeau ukrainien. Ça date du 2 janvier 2023. Vous voyez, ça c'est le nouveau drapeau ukrainien. Vous pouvez voir, il y a BlackRock, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, McDonald's, Lockheed Martin. Donc à part BlackRock et McDonald's, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin font partie du complexe militaro-industriel américain. BlackRock, vous connaissez tous, McDonald's aussi. Et que lit-on? 29 décembre 2022, Kiev a annoncé l'ajout d'un 5e logo d'entreprise au drapeau ukrainien suite à l'annonce selon laquelle BlackRock jouerait un rôle crucial dans la reconstruction de la nation. Je vous avais déjà fait une vidéo uniquement sur ce sujet, hein. C'est-à-dire le rôle vital, crucial de BlackRock dans la reconstruction de l'Ukraine. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus. La plus grande société de gestion d'investissement au monde rejoindra Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin et McDonald's sous le drapeau bleu et jaune désormais omniprésent. Je comprends que certains Ukrainiens puissent être frustrés par les ajouts continus au glorieux drapeau de notre nation, a déclaré le président ukrainien Zelensky lors d'un discours annonçant le changement. Le mois dernier, nous avons ajouté le logo Raytheon et maintenant nous ajoutons BlackRock. Je suis sûr que c'était un peu gênant pour nos amis américains, car ils ajoutaient continuellement des étoiles à leur drapeau à l'époque où ils ajoutaient également de nombreux nouveaux États à leur république. La seule différence est qu'au lieu d'ajouter des États, nous ajoutons des méga-sociétés multinationales, a déclaré le dirigeant ukrainien. Zelensky a ensuite pris une grosse bouchée d'un Big Mac de McDonald's en disant « j'adore ça » en anglais, suscitant des applaudissements maladroits de toute la salle de presse présidentielle. C'était une salle de presse présidentielle de la Walt Disney Company. Vous voyez, il est beau le président ukrainien Zelensky, hein.
aucune dignité, aucun honneur, il y va comme ça, franco. Il change le drapeau ukrainien en mettant des méga sociétés américaines, il en est très fier et il fait même le pitre après. Donc vous voyez maintenant le lien entre Blinken qui vient dans un McDonald's à Kiev le 6 septembre. Il rencontre son homologue, mais bon, c'est surtout pour voir Zelensky, à mon avis, encore une fois, je le répète, pour annoncer la mauvaise nouvelle et l'arrivée conquérante de futures énormes sociétés américaines qui évidemment profiteront à fond de la reconstruction de l'Ukraine. Tout ça pour s'en mettre plein les poches, bien évidemment, parce que les Américains ne perdent jamais de vue leur méga compagnie, bien évidemment. Alors ensuite, c'est pas fini, parce que le même jour, toujours le 6 septembre, le jour de la visite d'Anthony Blinken à Kiev, par une coïncidence étonnante, nous avons l'explosion d'un marché dans l'oblast de Donetsk fait par un missile entre guillemets russe ou une bombe entre guillemets russe. Et cet événement survient le jour même où Anthony Blinken arrive à Kiev. Quelle coïncidence, quel hasard, à se demander si c'est pas fait exprès. Et la ville qui a été touchée, c'est la ville de Konstantinovka, qui est à l'ouest de la ville de Donetsk, dans l'oblast de Donetsk, c'est-à-dire en territoire russe officiellement, pour la Russie bien sûr. Donc à qui profite le crime? Pourquoi les Russes auraient fait ça? Alors à qui profite le crime? Si on se place du côté occidental, bah profite aux Russes, parce que les Russes c'est le mal. Et les Russes, eux, ça les dérange pas de passer pour des barbares aux yeux du monde entier. Ça les dérange pas d'avoir une réputation de monstre, parce qu'ils représentent le mal. Et c'est plus fort qu'eux, ils sont obligés de faire ça. Ils ont fait ça pour le théâtre de Mariupol, la maternité de Mariupol, le massacre à Boutcha, la gare de Kramatorsk. Non, ils peuvent pas s'en empêcher, ils aiment dépenser des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour faire des frappes sur des civils, tout ça pour passer pour des monstres aux yeux de l'international et pour perdre de l'argent simplement pour le plaisir de massacrer des civils. Voilà, ça c'est ce que disent les médias occidentaux. Maintenant, soyons sérieux, à qui profite le crime? Bah, comme depuis 1 an et demi, à l'Ukraine, bien évidemment, et aux Américains, bien évidemment, soyons sérieux, à qui profite le crime? Donc, je vous rappelle quand même l'article d'Amnesty International qui avait déclaré au monde entier que les Ukrainiens se servaient des civils ukrainiens comme boucliers humains. Et ça, c'était Amnesty International qui avait dénoncé ça au début de la guerre. Je vous le rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, rien que pour ça. Donc c'est une méthode habituelle pour les Ukrainiens. Ils ont toujours fait ça depuis le début de la guerre. Toujours. Et ils ont toujours menti. Je vous rappelle le S-300 ukrainien qui est tombé en Pologne, qui a fait 2 morts polonais. Zelensky n'a jamais reconnu que c'était un missile ukrainien. Toujours pas. Officiellement, c'est toujours la Russie qui a attaqué la Pologne. Toujours. Et ils ont toujours fait ça. Bien sûr que c'est aux Ukrainiens que ça profite, le crime. Comme ça, ils peuvent dire aux yeux du monde, bah regardez, Anthony Blinken vient à Kiev et le jour même, ça dérange pas les Russes d'envoyer un missile sur un marché, le jour en plus du marché, et tuer des civils. Regardez comme ce sont des monstres. Vous voyez? Bon, ça me semble assez évident quand même, mais bon, je le répète au cas où. Alors là, maintenant, je vais vous montrer une série d'articles vraiment très édifiants de grands médias occidentaux, ainsi qu'un témoignage d'un historien polonais vivant à Varsovie. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est sur la réalité, cette réalité des faits que les médias essayent de nous cacher tant bien que mal. Mais cette réalité est tellement implacable et tellement dominante maintenant
que il nous en donne des petits bouts par-ci par-là, mais des petits bouts qui deviennent de plus en plus gros. Alors, ils ne peuvent pas nous donner l'entièreté des faits, la réalité totale, parce que ça choquerait trop de gens et de manière trop grande, donc ils nous la donnent comme ça, parcimonieusement, pour nous habituer. Vous voyez, c'est un peu comme le Covid, où on commence par les masques, ensuite le vaccin, ensuite des lois liberticides, nous faire rester à la maison. Ils y vont par petites touches, crescendo. Hein, c'est le phénomène de la grenouille ébouillantée. Hein, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué. Bon, bref, je vais vous montrer ces coupures de journaux, vous allez voir. Alors, on va commencer par la chaîne Redacted, qui est la plus grosse chaîne d'information dissidente des États-Unis. Je dis bien dissidente. Donc là, vous voyez à gauche le journaliste américain Clayton Morris, qui a travaillé pour plusieurs grands journaux américains, dont Fox News. Et là, vous voyez à droite le journaliste et historien polonais travaillant à Varsovie, Mike Krupp. Donc, pourquoi Clayton Morris interview Mike Krupp? C'est tout simplement parce que Mike Krupp travaille souvent pour Redacted et il donne la réalité des faits en Pologne concernant les réfugiés ukrainiens. C'est extrêmement intéressant. Alors, je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description afin que vous puissiez la voir à loisir, parce qu'elle dure un quart d'heure. Donc là, que dit Mike Krupp? Là, il dit que les Polonais vont renvoyer en Ukraine les réfugiés ukrainiens hommes en état de se battre, parce que Zelensky a demandé à l'Europe entière que les réfugiés ukrainiens, bon pour l'instant mal, rentrent au pays pour qu'ils se battent, puisqu'il manque énormément d'hommes en Ukraine. Alors apparemment, seule la Pologne a répondu d'accord pour envoyer les réfugiés ukrainiens aptes à se battre en Ukraine. Alors comme on peut le voir dans le titre, hein, le titre en anglais, hein, le titre en anglais c'est la Pologne renvoie les réfugiés ukrainiens pour aller se battre. Voilà, c'est ça le titre. Donc c'était extrêmement intéressant de voir ça. Je vous mets le lien dans la description, consultez-le à loisir. On va passer à un autre sujet. Donc là, j'ai repris la couverture de CNN qui dit « La Russie et la Corée du Nord progressent activement dans les négociations sur un accord sur les armes selon les États-Unis. » Alors, bien sûr, là vous voyez le ministère, vous voyez Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense, et Kim Jong-un, voilà le président de la Corée du Nord. Donc pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait les liens entre la Corée du Nord et la Russie sont extrêmement forts depuis des décennies bien sûr, mais là ils le sont particulièrement depuis quelques années. Et en fait, il n'y a pas de magie, c'est à cause, ou grâce peut-on dire, à la Russie, que la Corée du Nord a pu avoir si rapidement des missiles stratégiques balistiques intercontinentaux nucléaires, avec des ogives nucléaires. Évidemment, il y a eu l'aide de la Russie. Bon, il y a eu aussi l'aide de la Chine, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est surtout la Russie qui a aidé concernant l'armement nucléaire. Tout ce qui est armement nucléaire, ça a toujours été la Russie qui a aidé la Corée du Nord. Et là, bon, là, présentement, il y a des accords avec la Corée du Nord où, en fait, la Russie donne des céréales à la Corée du Nord. En échange, la Corée du Nord donne des armes. Et d'après ce que j'ai compris, particulièrement des obus de 152 mm. C'est ça les affaires entre les deux pays, apparemment. Et donc, en fait, les liens militaires sont extrêmement forts. Je vous rappelle que Kim Jong-un a carrément proposé publiquement, à un moment donné, alors je ne sais pas si c'était de la forfanterie ou si c'était réel, mais à un moment donné, il avait dit qu'il serait prêt à envoyer 30 000 hommes pour aller se battre en Ukraine aux côtés des Russes. Voilà. Alors même si c'était de la forfanterie, que des paroles, c'est juste pour vous montrer l'état d'esprit de Kim Jong-un
qui est le seul pays dont on peut dire que c'est un allié aux côtés de la Russie pour la guerre en Ukraine. On peut le dire. On peut le dire. Voilà. Donc, l'Ouest a quand même du souci à se faire parce que la Corée du Nord est une militocratie en réalité extrêmement puissante militairement puisque c'est une nation qui est entièrement tournée vers le militaire, même au niveau de la population. Il ne faut pas l'oublier. Là, je vous montre un article de Sky News. Donc Sky News, hein, qui est un journal australien, l'un des plus grands journaux australiens. Et que lit-on? On lit « Les soldats ukrainiens sont des cibles faciles face au nombre croissant de morts dans leur armée. Et la situation pourrait encore s'aggraver si la diplomatie américaine disparaît au moment où elle est le plus nécessaire. L'administration Biden devrait mener la charge en Europe de l'Est. Au lieu de cela, elle reste en marge, essayant de trouver comment appeler cette dernière stratégie de la diplomatie américaine, écrit le professeur Joseph M. Siracusa. Donc, que lit-on? Que dit ce professeur qui a d'excellentes relations avec Washington? Les nouvelles le long du Potomac ne sont pas bonnes. Alors, c'est là où c'est Washington. Hein, il parle de Washington. J'ai parlé l'autre jour à de vieux amis à Washington pour connaître le point de vue de l'élite politique concernant la fin du jeu en Ukraine. J'ai appris quelque chose. Ils ont convenu à l'unanimité que les faucons, alors les faucons c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi les fous de guerre, les bellicistes, ceux qui travaillent pour l'État profond tout simplement, et aussi labellisés, on va dire, néoconservateurs, les fameux néocons. C'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis. Bref, je reprends. Ils ont convenu à l'unanimité que les faucons avaient pris le contrôle total de l'établissement de la politique étrangère et que la guerre en Ukraine était passée au second plan par rapport aux préparatifs du conflit à venir avec la Chine. Vous vous souvenez la vidéo que je vous avais faite il y a plusieurs mois où je vous avais dit qu'un haut responsable du Pentagone avait lâché, accidentellement ou non, je ne sais pas, le fait que Washington se préparait à la guerre avec la Chine en 2024. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui me suivent, bien sûr. Bref, je continue. Pékin, ou le Parti communiste chinois pour être plus précis, est clairement présent sur leur site. Moscou est davantage considéré comme une nuisance, tandis que Kiev est clairement une distraction. Lorsqu'on les interroge sur l'obligation politique et humaine d'endiguer les lourdes pertes en vie humaine en Ukraine, probablement 2000 âmes par semaine, donc 2000 morts par semaine, ils me répondent que Washington ne peut ou ne doit rien faire de plus à ce sujet, et que c'est à Kiev d'en décider. Pour eux, l'administration Biden n'a aucune responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine est un démon absolu et les forces armées ukrainiennes sont livrées à elles-mêmes. Alors, vous voyez le professeur, quand il parle, et qui dit pour eux, l'administration Biden n'a aucune responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine est un démon absolu et les forces armées ukrainiennes sont livrées à elles-mêmes. Vous voyez, ça c'est de l'ironie pure. Ça veut dire que, évidemment, il faut comprendre l'inverse. Quand il dit pour eux, l'administration Biden n'a aucune responsabilité dans le déclenchement de la guerre, il faut comprendre bien sûr que c'est les États-Unis qui ont déclenché la guerre en Ukraine. Vous voyez, pour eux, le président russe Vladimir Poutine est un démon absolu, c'est le mal. Vous voyez? Donc il faut comprendre à chaque fois l'inverse. Voilà, c'est de l'ironie. La menace d'un empiètement de l'OTAN sur les frontières de la Russie, qui pourrait être utilisée comme une frappe de décapitation contre les dirigeants du Kremlin dans le cadre d'une première frappe ou pour compromettre la capacité de la Russie à contre-attaquer en réponse à cette première frappe, a été écartée comme un produit de l'imagination surchauffée de Poutine. Vous voyez? Donc, ce que disait Poutine,
depuis 20 ans. C'est-à-dire que l'OTAN était une menace qui s'approchait de la Russie. Lui, il dit, bah, pour les faucons, bah, pour eux, oh, c'est l'imagination de Poutine. Voilà, surchauffé de Poutine. Ça n'a rien de réel. Bon. Pourtant, il y a eu un contrat moral et même dont on a retrouvé les écrits, bon, pas les écrits du contrat, mais les écrits des parlements qu'il y a eu à l'époque entre Gorbatchev et George Bush, père, justement en 1991, pour la dislocation de l'URSS, une des conditions, c'était que l'OTAN n'avance pas d'un pouce vers la Russie. Et vous connaissez l'histoire, hein. Les Américains ont roulé dans la farine l'URSS à l'époque. Bon voilà, on va s'arrêter sur cet article parce il est trop long. On va passer à un autre très intéressant qui est l'article du DW, Grand Journal allemand. Que dit ce journal allemand? Baerbock dénonce le faible impact des sanctions russes. Alors la déception exprimée par le ministre allemand des Affaires étrangères intervient alors que l'économie russe continue de croître malgré les sanctions économiques imposées par l'Occident. Voilà, c'est elle, Baerbock. Donc elle est pro-Ukraine à fond, anti-Russie à fond. Elle voudrait la destruction de la Russie, hein. Elle voudrait une guerre directe avec la Russie et elle l'a dit publiquement. Alors, le ministre allemand des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que les sanctions occidentales contre la Russie à cause de la guerre en Ukraine n'avaient pas d'impact économique. Dans une interview publiée jeudi, les sanctions économiques devraient avoir un impact économique, mais ce n'est pas le cas, parce que la logique des démocraties ne fonctionne pas dans les autocraties, Baerbock a déclaré aux journalistes dans une interview. Alors, vous voyez, et là on lit, nous avons appris qu'avec des décisions rationnelles, des mesures rationnelles convenues entre les gouvernements civilisés, il n'est pas possible de mettre fin à cette guerre, a déclaré Baerbock le 10 juillet. Alors, que lit-on encore? La déception exprimée par Baerbock survient alors que l'économie russe continue de croître, malgré les sanctions économiques imposées par les alliés occidentaux suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions sans précédent contre Moscou afin de limiter la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. Cependant, l'économie russe ne s'est pas effondrée sous le poids des sanctions comme certains le prédisaient. Bon bref, on va pas tout lire, mais vous voyez déjà la vérité qui commence à apparaître et tout le monde commence à le dire. Parce que la réalité, elle est là, elle est implacable. Moi, je vous le dis depuis des mois sur les points sur l'Ukraine et même dans des vidéos spécialisées. Bon, les vérités sont là, mais elles ne sont juste pas dites dans les médias. Et les propos de Baerbock que j'ai pu vous lire sont absolument hallucinants de bêtises. Comme là, la logique des démocraties ne fonctionne pas dans les autocraties. Voilà, donc en gros, tous les pays qui ne sont pas d'accord avec l'État profond ou la politique occidentale, c'est des autocraties. Vous voyez? Et ça ne fonctionne pas. Bah, pourquoi ça ne fonctionne pas dans les autocraties? Parce que dans les autocraties, c'est des États souverains. Et comme c'est des États souverains, ils ont le contrôle de leur économie, ils ont le contrôle de leur société. Ils ne sont pas influencés par les États-Unis et qui sapent tous leurs efforts, comme c'est le cas pour les pays européens. Ils n'ont pas ce défaut-là. Et là, en plus, pour la Russie, ça tombe mal. La Russie étant un très très grand pays, très puissant, ayant énormément de ressources, et ayant un président très fort, très intelligent, ayant une certaine sagesse et droiture, bah évidemment ça les choque, ça fonctionne pas chez eux. Parce que d'habitude, comme ils l'ont fait pour Boris Eltsine, l'Occident utilise les coups d'État et la corruption pour détruire l'adversaire. Quand l'adversaire est trop puissant, c'est ce qu'ils font. Voilà. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui connaissent l'histoire, la guerre de l'opium en Chine, ou comment détruire la Chine via l'opium.
Vous voyez, c'est ce qu'avait fait l'Empire britannique à cette époque-là. Bon, bah maintenant, c'est coup d'État et corruption. Vous voyez? Bon, c'est typique, et là, c'est typique de Baerbock, bien sûr. Voilà, on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Alors, tout d'abord, eh bien, on s'aperçoit que les Ukrainiens avancent sur le terrain uniquement quand les Russes font des retraites, et la stratégie dite de Soulovikine, typique depuis le début de la guerre, bah, fonctionne ainsi. Les Russes font une retraite, les Ukrainiens avancent, ils se font bombarder par l'artillerie, par des drones, par des missiles, par des bombes. Et ensuite, bah, les Ukrainiens sont soit bloqués, soit eux-mêmes sont obligés de faire une retraite. Alors pourquoi les Ukrainiens ont l'impression de toujours tenir? C'est tout simplement parce qu'ils envoient tellement d'hommes et tellement de matériel grâce à tout l'Occident. N'oublions pas que les Ukrainiens seuls, ils ne sont rien, ils ne sont absolument rien. C'est l'Occident qui se bat contre la Russie, ne l'oublions pas. Et je crois une soixantaine de pays, si on met tous ceux qui y participent, même indirectement, par des financements, des munitions, des choses comme ça. Eh bien, la Russie, malgré tout, tient et va gagner la guerre. Car oui, elle va gagner la guerre, ça fait plus d'un an que je le dis. Elle va gagner la guerre, c'était inéluctable de toute manière. Mais là, l'Ukraine fait illusion à cause justement de ces envois de troupes incessants et massives, de la destruction de sa propre population et de la destruction des stocks d'armes et des munitions de tout l'Occident. Car maintenant, c'est toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord qui a des stocks d'équipements militaires épuisés. Et ils n'arrivent pas à tenir la cadence. Donc pourtant, tout ce qu'ils ont, ils le donnent à l'Ukraine, mais l'Ukraine le brûle en un instant. Ça va trop vite pour l'Occident, pour l'OTAN, pour être plus précis, et pour être encore plus précis pour les États-Unis. Ça va trop vite, ils ne peuvent pas suivre. Donc le complexe militaire-industriel américain a montré là toutes ses limites. La politique américaine qui était bon, bah, de s'attaquer qu'à des pays faibles, et quand il y avait une bataille, pourrait-on dire, avec un pays faible, eh bien l'armée américaine, elle s'était dit, bon, la bonne stratégie, c'est qu'on envoie les forces aériennes, on bombarde tout, et quand le pays est bien détruit, on envoie les tanks, les fantassins, etc. On envoie les troupes terrestres, tranquillement. Et comme c'est des pays petits et faibles, qui n'ont pas de véritable système antiaérien digne de ce nom, bah c'est facile. Donc les États-Unis avaient tourné leur complexe militaro-industriel pour les missiles aériens, air-sol principalement, et les avions, mais ils avaient laissé tomber tout le reste, dont l'artillerie et les obus. Et on en voit le résultat. Bref, la Russie, non, ils n'ont jamais abandonné tout ce qui était bataille terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est guerre conventionnelle. Alors, que peut-on dire d'autre? Ben, plus généralement, pour l'Ukraine, bah, l'Ukraine, on s'aperçoit que, bon, bah, évidemment, elle a des pertes absolument épouvantables. C'est des pertes qui sont de plus en plus données dans les médias. D'ailleurs, les médias sont de plus en plus ouverts à la vérité. Ça, faut le noter. Et l'Ukraine, je tiens à le noter, n'a pas été invitée au G20. Elle n'a pas été invitée au G20 à New Delhi, et déjà ce qui en dit long. Et Anthony Blinken qui est arrivé à Kiev dans un McDonald's pour vendre McDonald's tout simplement, et aussi évidemment pour voir Zelensky afin de le rassurer officiellement sur le soutien des États-Unis. Tout ça, c'est de la com. À mon avis, ce n'est que mon avis. Il a été là-bas en restant 2 jours d'ailleurs, hein. Certainement pour dire à Zelensky, bon, il va falloir que tu négocies. En tous les cas, l'Ukraine, pour nous, c'est fini. Nous, maintenant, on a les yeux tournés vers la Chine. Notre vrai ennemi, c'est la Chine. C'est pas vraiment la Russie, qui n'a jamais menacé les États-Unis. D'ailleurs, faut pas oublier que les États-Unis n'ont aucun intérêt, comme l'Europe n'a aucun intérêt en Ukraine. Aucun. L'Europe est intervenue sous demande américaine uniquement.
Il n'y a aucun intérêt. Voilà. Et les États-Unis sont intervenus en Ukraine tout uniquement pour affaiblir la Russie. C'est le seul intérêt américain. L'Ukraine servait d'État tampon pour affaiblir la Russie. D'où la construction des biolabs, d'où la construction de forteresses, de hangars à avions, de dépôts de munitions énormes en Ukraine pendant des années afin de préparer la guerre avec la Russie. Voilà, faut pas l'oublier. Donc bref, tout ça est de très très mauvais augure pour l'Ukraine, mais là je ne vous apprends rien. Et à mon avis, la visite d'Anthony Blinken est une sorte de coup de grâce symbolique pour l'Ukraine. C'est le dernier clou enfoncé dans le cercueil ukrainien. C'est mon avis et pour moi c'est un signe très fort, cette arrivée d'Anthony Blinken à Kiev et particulièrement dans un McDonald's. Et dernière petite anecdote que je vous rappelle, mais qui est très révélatrice, n'oubliez pas que Zelensky a demandé que le drapeau ukrainien soit changé, quel que soit l'avis du peuple ukrainien. Et il a demandé à ce qu'il y ait le logo de BlackRock, McDonald's, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon, sur le drapeau ukrainien, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, BlackRock, et McDonald's sur le drapeau ukrainien. N'oublions pas cela, ça en dit très très long. Bon, maintenant on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Comme je vous le dis à chaque fois depuis un moment, c'est une carte militaire ukrainienne, donc à prendre avec des pincettes. Et là aussi, depuis pas mal de semaines maintenant, il se passe toujours pas grand-chose sur le terrain militaire. Bon, là, il y a eu un drone russe soi-disant qui serait entré dans l'État roumain, mais le gouvernement roumain a démenti. Bon, eux, les Ukrainiens disent oui, il y a un drone russe qui a été dans l'État roumain. Bon, bref, tout ça, c'est pour exacerber les tensions, bien sûr. Mais comme le gouvernement roumain a démenti, bah, ça tombe à l'eau, bien sûr. Alors, que se passe-t-il? Bah, au sud, pas grand-chose. Il y a eu des attaques russes sur la ville d'Odessa, bien sûr. Sinon, dans l'oblast de Kherson, pas grand-chose. C'est toujours la même chose. Alors, il y a des batailles, mais vraiment relativement légères, puisque la plupart des troupes ukrainiennes sont ici. Et le gros des troupes russes sont ici, c'est-à-dire dans la zone de Kupiansk-Svatove, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est là qu'il y a le gros des troupes russes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des troupes russes tout le long du front, il y en a bien sûr. Il y en a pas mal ici, hein, dans la région d'Orerov, hein, qui est dans l'oblast de Zaporijie. Et bon, évidemment, comme d'habitude, c'est ici que ça se passe. C'est là où les combats sont les plus intenses. C'est dans la région d'Orerov que je vous ai déjà montré au début de cette vidéo. Alors là, bah, c'est une carte ukrainienne qui malheureusement pas très précise, mais en tous les cas, les forces armées ukrainiennes ont abandonné Rabotino qui est ici. Rabotino est ici. Et en fait, ils se dirigent ici, les forces d'Ukraine se dirigent ici vers le village de Verbovoye. Donc en gros, les forces ukrainiennes font maintenant comme ça, et non plus comme ça. Comme ça, ils tombent sur un mur. Alors je vous rappelle que la ligne Sourovikine, la première ligne de défense, est là. Justement, elle est là. Donc au final, là, ils s'écrasent sur la ligne de défense. Et apparemment, bah, ils n'arrivent pas à percer vers Verbovoye. Ils n'ont pas réussi pour Rabotino, qui est ici. Et ils n'arrivent pas non plus sur Verbovoye. Bon, ils vont encore insister, je suppose. Alors, ailleurs, bah, Ougledar, toujours rien. Malinka, rien non plus. Ougledar est là, Malinka est là. Donetsk est toujours bombardé. Alors là, petit événement sur Kostiatinivka, comme je vous en ai parlé en début de vidéo.
Konstantinivka, c'est un marché qui a été bombardé soi-disant par les Russes, mais évidemment, comme d'habitude, hein, ça n'a aucun sens. Et comme d'habitude, c'est certainement envoyé par Kiev. C'est un missile ou une bombe envoyée par Kiev. Alors, soit intentionnellement pour pouvoir accuser les Russes, soit comme c'est déjà arrivé sur Kiev ou dans d'autres régions, dans d'autres villes de l'Ukraine, soit ça peut être un S-300 qui a encore une fois mal fonctionné et est tombé malencontreusement sur un marché à Konstantinovka. Ça, c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, il est fort peu probable que ça soit les Russes qui aient fait ça, car ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Sur Bakhmut, ben, toujours les forces ukrainiennes sur 3 axes essayent de forcer là. Ça fait longtemps qu'ils ont abandonné de faire une pince sur le nord. Ils avaient commencé, mais ils sont tombés sur un mur, ils ont arrêté. Et là, bah, ils se font massacrer ici. Alors là, ils perdent énormément de troupes. C'est le deuxième endroit où il y a le plus de troupes, c'est ici, hein. Voilà. Donc ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Le premier endroit où ils ont plus de troupes, bah, évidemment, c'est la zone Zaporijie-Donetsk, et principalement ici. Et c'est ici, pour info, qu'il y a eu un Challenger 2 qui a été le premier Challenger 2 qui a été détruit. Alors apparemment, j'ai lu dans un rapport Telegram qu'il appartenait à la 82e brigade ukrainienne, c'est-à-dire la meilleure de toute l'Ukraine. Et malgré que le ministère de la Défense anglais ait demandé à l'Ukraine d'éviter de mettre des Challenger 2 sur le front afin qu'ils soient épargnés, eh bien les Ukrainiens n'ont pas écouté et ils ont pris un Challenger 2. Certainement parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose. Il n'y avait plus de Léopard 2, certainement. En tous les cas, un Challenger 2 a été détruit. La tourelle a carrément été démontée par la force de l'explosion. Et apparemment, il aurait été détruit par un missile portable anti-tank Kornet. Donc c'est un missile anti-tank portatif russe. Voilà les dernières infos. Les Anglais nous avaient vendu que les Challenger 2 étaient les plus résistants de tous les temps, qui pouvaient résister à tout ce que les Russes avaient, hein. Voilà. Et pourtant, voilà. Bref, donc que voit-on sur Kupiansk? Bah, pas grand-chose. Et sur Sivelsk non plus, qui sont les endroits les plus importants. Les Russes n'ont fait aucune avancée sur Liman, hein. Ils restent là. Apparemment, c'est guerre d'attrition sur tout le front. Les Russes ne veulent pas avancer tant qu'ils n'auront pas complètement épuisé l'armée ukrainienne, et tant qu'ils n'auront pas toutes les troupes qu'ils veulent à un point donné, c'est-à-dire ici, parfaitement équipées et parfaitement organisées. Voilà. Le ministère de la Défense ukrainien a une nouvelle fois fait part de son inquiétude sur Kupiansk et de l'énorme force armée russe qui n'arrête pas de grossir chaque jour. Donc ça, c'est les Ukrainiens qui le disent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire à ce jour. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.